La télévision russe, elle est sur un ton beaucoup moins posé apparemment que le président Poutine. Elle jouit littéralement du fait que les Américains, c'est ce qu'elle dit, portent un coup catastrophique à l'OTAN. Le plus important, c'est qu'en agissant ainsi, les Américains portent un coup catastrophique à l'OTAN. Parce qu'un pays membre de l'OTAN reprend à un autre pays de l'OTAN un territoire ancestral. Et ce, malgré toutes les protestations et au mépris du droit international. Les Européens devraient se concentrer sur ce problème. D'une manière générale, je pense que c'est bénéfique pour nous. C'est très clair, oui. C'est très clair, c'est bénéfique pour la Russie. Enfin, si vous aviez eu un cadeau de Noël à faire à Poutine, vous auriez trouvé un cadeau aussi beau. C'est presque impossible à trouver. C'est-à-dire qu'il a un ennemi. Il a un ennemi. Poutine, il a toujours dit, c'est l'OTAN. Ce qui reproche à l'Occident, depuis son discours, c'était à Munich en 2007, c'était l'extension, le mouvement vers l'Est de l'OTAN. C'est ça qu'il reproche. Fantasmatique, précisons. Voilà, mais enfin voilà, normalement, si les pays baltes et tout ça sont intégrés à l'OTAN, il y a quand même eu clairement un mouvement de l'OTAN vers l'Est, qui ont été jusqu'à inclure tous les pays baltes qui sont à la frontière de la Russie. Ça, c'est l'obsession de Poutine. Et il s'aperçoit que cette OTAN, qui est son obsession, est en train, c'est une dispute, la dispute de famille, elle se fait pas dans l'appartement, mais elle se fait dans l'autobus, là, tout le monde... Soyons clairs, est-ce qu'aujourd'hui l'Europe est sur deux fronts? C'est-à-dire en réalité, il y a à l'ouest les Américains et à l'est la Russie. Et commercialement, sur trois fronts, et commercialement la Chine, oui. Mais citons les premiers concernés qui sont les Danois, qui, dans leur dernière revue stratégique, celle du renseignement danois, désignent les États-Unis, je cite, comme une menace pour la sécurité nationale. Donc là, il s'agit plus pour les Russes que de se frotter les mains. C'est-à-dire que les Russes, jusqu'ici, misaient sur des pays comme la France ou l'Allemagne pour casser l'OTAN de l'intérieur. L'idée, ce serait nous, un petit peu les vilains petits canards. Là, c'est les États-Unis qui font tout ce que la Russie aurait attendu d'une France dirigée par certains partis politiques qu'ils ont financés à une époque d'ailleurs. Oui. Mais il y a une deuxième chose, c'est que... quand vous parlez de l'Europe sur deux fronts face aux États-Unis et à la Russie, c'est qu'on est dépendant d'un des deux fronts, c'est-à-dire qu'on serait confronté à celui qui est notre protecteur contre l'autre front. C'est ça la deuxième chose où il y a matière à se réjouir pour les Russes, évidemment. Est-ce qu'il y a un affolement? Le simple problème des F-35, ce sont des F-35 américains. Théoriquement, le Danemark se défend avec ses F-35 et en réalité, les Américains ont la clé, en tout cas, à chaque remise à jour, ils peuvent dire en réalité, non, vous arrêtez de les utiliser comme ça. Oui, c'est un piège, en fait. Le logiciel des F-35 peut être contrôlé à distance par les Américains, donc c'est un enfermement volontaire et c'est vrai que les Danois ont été les premiers traîtres à l'Europe en faveur des États-Unis et se retrouvent piégés par leur stratégie. Oui, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la première menace tout à fait explicite de Trump de prendre le Groenland, le ministre de la Défense du Danemark a dit « Ah mais on va quand même acheter des F-35 ». C'était extraordinaire comme mouvement de servilité. Enfin, je crois que dans l'histoire, on n'a pas vu pareille servilité. Mais ils ont rajouté des P-8 Poséidon. Oui, vrai, parce qu'ils rajoutent aussi des avions de surveillance en mer et qui sont spécialisés aussi dans la lutte anti-sous-marine, excusez-moi. Et donc, c'est quand même... Là effectivement, il y a un vrai problème. Mais ils ont aussi, je crois, acheté des missiles Hellfire. Enfin, donc, il y a tout... Alors, ils achètent des batteries qui sont des batteries européennes, mais vous avez raison de dire que je pense que là, les Européens ont compris qu'en donnant des gages à Trump, on n'obtient rien. Ouais. On n'obtient strictement rien. Et donc, ils sont en train de modifier leur ligne de conduite. En revanche, et vous l'avez indiqué à l'instant, c'est le lien quand même entre les deux crises, le Groenland et l'Ukraine, que tout le monde fait. Les Européens sur deux fronts, les Russes, on vient de le dire, en se frottant les mains, et Trump dans une espèce de marchandage invraisemblable, quoi. Et donc ça, c'est quand même pas facile pour nos diplomates, pour nos chancelleries, pour essayer de trouver, à la fois affirmer la fermeté dans l'opposition aux États-Unis sur leurs revendications sur le Groenland, et face à la Russie pour négocier des garanties de paix. Question, rendons-nous tout de suite à Moscou, où est Charles Livaud, notre envoyé spécial, sur la manière dont tout ça est reçu à Moscou.
Écoutez, c'est une situation assez paradoxale ici en Russie parce que vous allez avoir d'un côté une population russe qui, il faut le dire, ne s'intéresse pas du tout à cette actualité-là, mais dans le même temps, des médias russes qui, eux, s'en donnent à cœur joie pour commenter chacune des déclarations des dirigeants européens comme de Donald Trump, avec à travers tout cela un message qui est martelé à longueur d'article, c'est que toute cette situation, elle prouve la faiblesse à leurs yeux de l'Union européenne, une Union européenne présentée comme effrayée face à l'ultimatum lancé par Donald Trump. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que si la Russie est contre le coup de force de Donald Trump au Groenland, cela permet tout de même aux autorités russes et aux médias d'utiliser toute cette situation pour marteler leur message que face aux crises internationales, l'Europe est, si ce n'est absente, en tout cas plutôt inoffensive. Et du côté de Medvedev, vous parliez de la célébration au champagne. Je ne sais pas ce que boit pas Medvedev. Il a l'air de boire de la vodka plutôt. C'est l'heure de l'apéro. Regardez cela, le tweet de Medvedev, c'est l'heure de l'apéro. L'Union européenne et l'OTAN perdue, hébétée et confuse. En l'occurrence, c'est Dmitriev qui se moque en faisant allusion à une déclaration qu'avait faite Kaja Kallas qui disait bon, au point où on en est. Mais l'apéro, il connaît lui. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Madame Kaja Kallas? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Kaja Kallas avait dit quoi? Vous suivez ça, Marion? C'est Dmitriev, pardon, c'est pas Medvedev. Kaja Kallas avait dit au point où on en est. Elle a dit il y a de quoi commencer à boire. Elle l'aurait dit, c'est une citation rapportée. Voilà. Ouais. Allez-y. Oui. Voilà, et c'est ce qui est un peu moins. Enfin bref, ce sont les Russes qui se moquent de Kaja Kallas, qui est l'ancienne Premier ministre d'un pays balte, de l'Estonie, je crois. Estonie, c'est bien ça, de l'Estonie, et qui est aujourd'hui la chef de la diplomatie de l'Union européenne, et qui est évidemment la bête noire des Russes, puisque c'est une balte, donc son pays a appartenu à l'Union soviétique, à l'Empire russe même à l'Empire russe, et qu'aujourd'hui, évidemment, elle est la première à vouloir bloquer les Russes en Ukraine, parce qu'elle a très peur que les Russes débarquent chez elle après l'Ukraine. Pour l'instant, Poutine ne faiblit pas du tout. Regardez, c'est le bombardement à Odessa. Une attaque de drones russes menée dans la nuit a frappé la région d'Odessa, endommageant les infrastructures énergétiques, gazières, résidentielles. Et à l'heure où nous parlons, il y a énormément de foyers en Ukraine qui sont dans le grand froid, puisqu'il fait très froid à l'est de l'Europe. On voyait tout à l'heure les images à l'extrême-orient russe, au Kamchatka. Et évidemment, Poutine pousse ses avantages. Il y a un moment pour lui, il y a un moment Poutine, encore plus que naguère. Absolument. L'ONU, d'ailleurs, de manière très détaillée, a montré comment la Russie théorise le grand froid comme arme de guerre. Vous citiez le climat, par exemple, en Ukraine. Il a fait moins 16, moins 20 degrés la nuit récemment à Kiev. On a vu des images de cages d'escalier gelées parce qu'il fait 0 ou 1 degré dans des centaines de milliers d'immeubles en Ukraine. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent à se renseigner sur les collectes de dons pour des générateurs électriques à livrer à l'Ukraine, parce que des centaines d'Ukrainiens sont en train de mourir littéralement de froid. Oui. Et enfin, l'avantage c'est celui de Poutine. Évidemment, notre attention, elle est plutôt portée vers l'autre front, pour reprendre votre phrase, qui est celui du Groenland. Et évidemment que les Européens, qu'il s'agit de faire des dons humanitaires par exemple, on s'intéresse beaucoup moins à l'Ukraine. Il n'y a jamais eu autant de morts en Ukraine dans les frappes russes en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de morts depuis des années qu'en ce moment même. Oui. On est dans médiatiquement, c'est très vrai. Regardez, on n'en parle plus depuis quelques jours quand même de l'Ukraine. L'Ukraine a été depuis 10 jours à peu près oubliée. Et donc c'est un bon créneau pour pouvoir pousser ces pions. Et disons les choses, dans les prévisions des commentateurs, ce qui est un peu embêtant, c'est que les commentateurs nous ont beaucoup dit l'armée russe est à bout, elle n'est pas à bout, et les commentateurs nous ont beaucoup dit, vous allez voir, Trump ne va pas oser s'attaquer au Groenland, et il s'attaque au Groenland. Donc on a deux fronts où au fond les deux adversaires potentiels ou réels, ils sont la sidération est plus forte du côté groenlandais. C'est la raison pour laquelle notre attention est tirée du côté du Groenland, parce que cette sidération sur le fait qu'un autre allié principal menace d'attaquer, effectivement c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Et ils vont plus loin, pardon. Écoutez, Karaganov, il est dans la galaxie de Poutine. Alors c'est un parmi d'autres, c'est pas le conseiller. Parfois, par sensationnalisme, on dit c'est le conseiller. Enfin, c'est la galaxie ultranationaliste, et il faut aussi écouter, c'est les plus durs des durs. Il répond à Tucker Carlson, le nationaliste américain qui a cultivé des liens avec la Russie, et il menace d'abord sur le principe. Il dit si le pire devait arriver à Vladimir Poutine, s'il était assassiné par exemple par les forces spéciales ukrainiennes, eh bien la vengeance se porterait sur l'Europe.
Que se passerait-il si votre président était assassiné par les Ukrainiens, l'Europe ou les États-Unis? Quelle serait la prochaine étape? Espérons que cela n'arrivera pas. Mais alors, bien entendu, cela signifierait que nous punirons. Espérons que ce ne soit pas les États-Unis, mais l'Europe sera rayée de la carte. Il convient d'éloigner les mathématiques géopolitiques et géostratégiques, parce que c'est une nuisance. J'espère qu'ils ne seront pas punis physiquement. Mais je commence à dire que ces idiots ne comprennent rien d'autre que la douleur physique. Sylvie Berman, il y a un discours apocalyptique de fin du monde qui représente quoi? À vrai dire, pas grand-chose. C'est pas repris par Vladimir Poutine de manière générale. C'est Solovyov, Karaganov qui est ressorti de je ne sais où, parce qu'on ne l'entendait pas dans les années précédentes. C'était avant un spécialiste des questions européennes, américaines, et qui là veut exister et qui tient un langage outrancier. En plus, ça n'a aucun sens. Dire on va rayer de la carte tel ou tel pays, sachant qu'il y a une frappe en second et que la Russie peut être rayée de la carte. Donc tout ça n'a aucun sens.